Je vais te poser une question, donne-moi la réponse. Il y a un pays avec une population de 1,4 milliard de personnes. Il forme des talents dans les disciplines qui définiront l'avenir. Porté par une croissance économique rapide, il est devenu une partie essentielle de l'économie mondiale. Il est dirigé par un dirigeant controversé qui le pousse à s'affirmer davantage, certains diraient agressif, sur la scène mondiale. Et son avenir aura une influence énorme sur la forme que prendra le XXIe siècle. Notre public indien est tout simplement absurde. Donc c'est comme si notre public était l'Amérique. Puis l'Inde. Ce siècle pourrait finir par être la Chine contre les Indiens. Pour moi, l'Inde semble être de justesse le principal vivier de nouveaux talents. Pourquoi pense-t-il que l'Inde est sur le point de devenir une superpuissance mondiale au XXIe siècle? Aujourd'hui, je vais exposer 4 raisons à cela. Allons-y. YouTube reçoit désormais plus de vues mensuelles depuis l'Inde qu'aux États-Unis. L'Inde est le pays où YouTube a sa plus grande audience. C'est MrBeast, le plus grand YouTuber du monde, qui parle de la taille de son audience en Inde. Maintenant, il ne le sait peut-être pas, mais le 14 avril 2023, quelque chose de très spécial va se produire. Ce sera la première fois que cela se produit depuis des siècles, voire des millénaires. C'est la date à laquelle, selon l'ONU, la Chine va perdre son titre de pays le plus peuplé du monde, et elle le perdra au profit de l'Inde. L'Inde dépassera la Chine pour devenir la nation la plus peuplée du monde dès l'année prochaine, ou en 2023. La Chine a été le pays le plus peuplé du monde pendant longtemps. Sa population en 1750 était de 225 millions d'habitants. Cela représentait environ 28% du total mondial. Aujourd'hui, la population de la Chine dépasse 1 453 millions de personnes et représente 18% du total mondial. Mais la croissance démographique a stagné. En fait, selon certains experts, la population de la Chine est en réalité en train de diminuer. Pendant ce temps, celle de l'Inde continue de croître. En moyenne, chaque femme indienne a 2,18 enfants. Comparez cela à la Chine, où le taux de fécondité totale n'est que de 1,7. Il est vrai que le taux de croissance démographique de l'Inde ralentit, mais si les tendances actuelles se maintiennent, elle n'atteindra pas son pic de population avant 40 ans, et tant que la population de la Chine continue de stagner ou même de diminuer, l'Inde conservera le titre de pays le plus peuplé pendant longtemps. Lorsqu'on parle de population, la taille ne suffit pas. La répartition de la population est vraiment importante. L'âge médian en Inde est de 28 ans, c'est 10 ans de moins qu'en Chine. Des centaines de millions d'Indiens sont en plein âge de travailler lorsqu'ils sont les plus productifs. D'ici 2050, la part de l'Inde dans la population mondiale en âge de travailler va augmenter encore plus rapidement. Cela veut dire que les Indiens proposeront de nouvelles idées, développeront des technologies et amélioreront leur pays, et ce ne sont pas que des chiffres. Cela représente un passage de relais de la Chine à l'Inde dans les couloirs du pouvoir. Être le pays le plus peuplé du monde confère une légitimité. Lorsque l'Inde se lèvera et prendra la parole aux Nations Unies lors des négociations commerciales, ces mots auront beaucoup de poids. De plus, les gens misent sur les gagnants. Plus la population de l'Inde augmente et plus celle de la Chine diminue, plus l'Inde attirera d'investissements de la part des plus grandes entreprises du monde. Où construiriez-vous votre centre de formation? Où ouvririez-vous un bureau supplémentaire? Et plus elle deviendra un aimant pour les meilleurs talents des pays voisins, plus l'Inde donnera l'impression d'incarner l'avenir. Plus d'Indiens signifie plus d'idées, plus d'entrepreneurs, plus d'innovation, plus de solutions aux problèmes les plus urgents du pays et du monde. Cette équation m'amène directement au deuxième avantage structurel majeur de l'Inde. La question la plus importante au monde est de savoir comment créer et maintenir de manière fiable la croissance économique. La croissance économique est le principal facteur déterminant du niveau de vie à long terme. Et la capacité de l'économie d'un pays et de ses gouvernements à créer et maintenir ces conditions est le facteur numéro 1 qui différencie les pays riches des pays pauvres. Lorsqu'ils parlent de développement, les économistes évoquent souvent l'importance des institutions. Par institutions, ils entendent des éléments comme les lois et les règlements, les droits de propriété, des tribunaux dignes de confiance et la stabilité politique.
De nombreux analystes utilisent également le terme « institution » pour désigner l'ensemble important mais intangible de caractéristiques que la plupart des gens appellent la culture. Ici, nous parlons de choses comme les normes sociales concernant l'honnêteté, la vérité et la coopération, qui ont elles-mêmes des effets indirects sur des aspects comme la corruption. Les institutions d'un pays sont fortement corrélées au rythme et à la qualité de la croissance économique de ce pays. Elles guident les choix d'un pays, les chemins à suivre, les actions à entreprendre, les signaux à écouter et ceux à ignorer. Le XXe siècle nous a offert une expérience naturelle qui démontre pleinement le rôle des institutions dans la détermination de la croissance économique. Avant la guerre qui les a séparés, la Corée du Nord et la Corée du Sud formaient un seul pays avec une histoire et une culture communes. La Corée du Sud n'avait aucun avantage intrinsèque sur la Corée du Nord. En réalité, la Corée du Nord était la plus industrialisée des deux. Mais une fois qu'ils ont adopté des idéologies différentes, ils ont suivi des trajectoires très différentes. En Corée du Sud, l'imposition du capitalisme et l'adoption éventuelle de la démocratie ont permis aux gens de créer des entreprises et de produire des biens et des services. Relativement en sécurité, sachant que les marchés économiques fonctionneraient et que l'état de droit serait respecté. Au nord, la situation était très différente. Un régime totalitaire a pris le contrôle total de tous les aspects de la vie et de la société. Aujourd'hui, la Corée du Sud est un pays moderne et prospère, tandis que la Corée du Nord, tragiquement, est l'un des plus pauvres. Maintenant, l'histoire est un peu plus compliquée que ce qu'on présente souvent, mais cela reste tout de même l'exemple le plus proche que nous ayons eu d'une démonstration réelle de l'importance des institutions. Tout cela m'amène au point principal. Les institutions solides de l'Inde servent de tremplin idéal pour son développement économique. Deux d'entre elles en particulier distinguent l'Inde de ses concurrents en matière d'influence géopolitique et de capitaux d'investissement. La première est son engagement historique envers la démocratie. Le gouvernement indien est calqué sur le système de Westminster créé par ses colonisateurs, les Britanniques. Trois branches indépendantes et nominalement égales du gouvernement s'entrechoquent comme d'immenses plaques tectoniques. Il y a un pouvoir exécutif dirigé par un Premier ministre. Tous les 5 ans, les plus grandes élections du monde désignent des représentants au Parlement bicaméral du pays. Alors que le système judiciaire de l'Inde se compose de 672 tribunaux, de districts de 25 hautes cours et d'une seule cour suprême. L'état de droit est garanti par la plus ancienne constitution nationale en vigueur au monde. Ces 145 000 mots reflètent la difficulté de gouverner efficacement une nation aussi vaste et diversifiée. Et ces 105 amendements reflètent la nature bruyante et contestée de la politique indienne. La démocratie de l'Inde a été durement acquise, et le respect pour celle-ci est profondément ancré. Mahatma Gandhi, qui a défendu les causes du pluralisme religieux et de la résistance non violente au colonialisme britannique, reste la personne la plus admirée du pays. Les institutions démocratiques de l'Inde ont été un facteur clé de son développement économique. La façon dont elles font face à la pression exercée sur elles par Narendra Modi jouera un rôle déterminant dans la position de l'Inde au XXIe siècle. L'autre grand avantage culturel de l'Inde est un autre héritage soigneusement préservé de ses anciens maîtres coloniaux. La maîtrise généralisée de la langue de la mondialisation. L'anglais. L'Inde possède la deuxième plus grande population anglophone de tous les pays du monde. Certains attribuent cela à un état d'esprit colonial persistant, qui perdure chez les Indiens. Je ne suis pas d'accord. Je pense que la véritable raison est que, longtemps après l'indépendance, l'anglais reste la langue de l'ambition. C'est le pont vers le monde, un passeport qui ouvre plus d'opportunités et une clé qui permet d'accéder à des revenus plus élevés. Plus de 128 millions d'Indiens le parlent déjà, tandis que d'innombrables autres ont la possibilité de l'apprendre s'ils le souhaitent. Parler anglais est bénéfique pour les Indiens et c'est aussi bénéfique pour l'Inde. Des recherches montrent une corrélation directe entre les compétences en anglais d'une population et la performance économique du pays. La vaste population anglophone de l'Inde l'a aidé à se faire une place dans les grands secteurs des services.
Cela influence la capacité des entreprises indiennes à accéder aux marchés financiers et crée des alliances politiques plus solides avec les pays les plus riches du monde. Nous pouvons débattre des origines historiques du fait que tant d'Indiens parlent anglais, mais nous ne pouvons pas nier la richesse que cela a permis de créer et les portes que cela continuera d'ouvrir. Parler anglais et avoir une culture démocratique profondément enracinée sont deux des principaux avantages structurels de l'Inde. Et ils sont étroitement liés à la troisième raison pour laquelle l'Inde va triompher au XXIe siècle. Parshap Oglai est l'un des analystes les plus perspicaces de la véritable obsession nationale de l'Inde, le cricket. Pour lui, le cricket est une bonne analogie pour comprendre l'évolution de l'Inde. Je l'ai déjà dit, oui. Nous vivions dans une économie très socialiste contrôlée par l'État où votre salaire était tout ce que vous aviez. Nous étions une société très économe, guidée par la survie. Frapper la balle en l'air, c'était aussi une façon de se faire éliminer, pas d'envoyer la balle au-delà du terrain. Pour nous, être au bâton, c'était ne pas se faire éliminer, pas marquer des points. Avant, lors des matchs tests, on marquait à peine 1,8 points par over. Maintenant, la nouvelle génération accepte de se faire éliminer. Mais si je ne me fais pas éliminer, je gagnerai. Quand nous étions à l'école, on nous mettait toujours, pas nous, mais beaucoup autour de nous, dans des cours de soutien, dans les matières où nous étions faibles. Les parents actuels inscrivent leurs enfants à des cours où ils excellent déjà. Alors les Rishabh Pant de ce monde diront « Si je passe au-dessus du terrain et que j'y arrive, j'ai réussi ». Ma génération pense qu'en n'allant pas plus loin, on risque de se faire attraper. Voilà la différence. Ils voient ce qui est possible. Nous, on avait peur de ce qui pourrait arriver. Rishabh Pant est l'un des nouveaux joueurs de cricket indiens. Il joue au cricket différemment de la plupart de ses contemporains et très différemment des générations précédentes. Parfois, cela ne fonctionne pas, mais quand ça marche, les résultats sont spectaculaires. Joueur exceptionnel. Rishabh Pant, chapeau, ça ira très bien. C'est tout simplement du génie de Rishabh Pant. Bravo à toute l'Inde. Ils adorent le jeune homme de 24 ans. Il est une superstar en devenir. Rishabh Pant représente l'Inde au cricket international. Il est également un acteur majeur de la compétition qui illustre le mieux l'évolution du jeu de cricket. La forme originale du cricket peut durer jusqu'à 5 jours. Il n'est donc pas surprenant qu'il y ait beaucoup d'intérêt pour des versions plus courtes et plus excitantes du jeu. L'une de ces versions, le 2020, a été développée au milieu des années 2000. Les responsables du cricket ont rapidement compris l'attrait qu'une version de 3 heures du jeu pouvait avoir pour un public plus large. Un responsable de niveau intermédiaire travaillant pour l'organisme national de régulation du cricket indien a suggéré à ses employeurs de tirer parti de l'enthousiasme suscité par le nouveau format en lançant une nouvelle compétition. Il a persuadé des membres de l'élite indienne des affaires et du divertissement d'investir 723 millions pour la propriété des 8 franchises originales de ce qui est devenu l'Indian Premier League. L'IPL, comme on l'appelle aujourd'hui, est devenu un succès immédiat. 15 ans plus tard, c'est la ligue sportive la plus recherchée sur Google dans le monde et la deuxième plus lucrative par match. Les Indiens avaient encore l'habitude de regarder le meilleur cricket du monde, mais ils n'avaient pas l'habitude de le regarder de cette façon. L'IPL est rapide, dynamique. Elle a de l'assurance. En d'autres termes, c'est parfaitement adapté à la Nouvelle-Inde. Porté par ce succès, un événement de cricket 2020 basé sur des franchises arrive même aux États-Unis. La Major League Cricket fera ses débuts en juillet 2023. Elle ne rivalisera pas avec les plus grandes ligues sportives du pays, mais un examen plus attentif des investisseurs nous en dit long sur l'influence croissante de la diaspora indienne aux États-Unis. Shantanu Narayan, PDG d'Adobe, est un investisseur majeur. Il en est de même pour Satya Nadella, le PDG de Microsoft, qui a écrit dans ses mémoires que, quand il était jeune, son rêve était d'aller dans une petite université, de jouer au cricket pour Hyderabad et de finir par travailler dans une banque. Ces Américains d'origine indienne sont peut-être uniques par leur profond amour du cricket, mais ils représentent une population croissante aux États-Unis, les dirigeants d'entreprises nés en Inde. J'ai déjà mentionné Shantanu Narayan et Satya Nadella. D'autres grandes entreprises comme Alphabet, IBM, Deloitte et Vimeo ont également des PDG nés en Inde. Alors que des personnes comme Balaji Srinivasan et Sriram Krishna sont largement admirées en tant que leaders d'opinion.
Une étude récente de l'université Stanford a révélé que 90 des 178 fondateurs des 500 plus grandes licornes américaines sont nés en Inde. Alors comment se fait-il que les personnes d'origine indienne soient aussi massivement surreprésentées dans les secteurs les plus technologiquement avancés de l'économie ? Selon Ramabhadran Gopalakrishna, l'ancien directeur exécutif de Tata Sons, la société mère du gigantesque conglomérat Tata Group, aucun autre pays au monde ne forme ses citoyens de manière aussi gladiatoriale que l'Inde. Les personnes qui réussissent sont le produit d'un système éducatif et sociétal éprouvant qui encourage la compétition et valorise l'excellence dans les disciplines techniques. Comme on dit, c'est sous pression que naissent les diamants. Tyler Cowen consacre de plus en plus de temps à identifier et à développer des individus brillants. Voici ce qu'il a dit sur la diaspora indienne dans un récent podcast. Je suis fermement d'avis qu'en ce moment, c'est une sorte d'âge d'or pour la diaspora indienne et aussi pour l'Inde. Donc, si vous regardez par exemple Florence pendant la Renaissance ou l'Europe centrale dans les premières décennies du 20e siècle, vous voyez des niveaux de réussite remarquables, vraiment remarquables, qui n'existaient pas avant et qui n'existent plus après. Ce n'est pas une question de génétique, mais tout ça semble parfaitement en ce moment. Les Américains d'origine indienne sont le groupe ethnique ayant les revenus les plus élevés de tous les États-Unis. Plus de 70% de tous les visas H-1B délivrés sont attribués à des ingénieurs en informatique indiens. En 2019, le revenu annuel moyen des ménages des familles indo-américaines était de 119 000 $, soit presque le double de la moyenne nationale. Il faut aussi dire que la diaspora indienne réussit de milliers de façons qui restent invisibles par rapport aux personnes qui dirigent les plus grandes entreprises du monde. Ils travaillent dans des emplois exigeants, s'efforcent de s'intégrer dans leur nouveau pays et surmontent d'importants défis en chemin. Mais partout où vous regardez, de la famille qui tient votre restaurant indien local aux joueurs qui réussissent sur le terrain dans l'Indian Premier League jusqu'au PDG de Microsoft, les Indiens réussissent. Et cela aide les gens restés au pays. Cela montre au monde une nouvelle facette de l'Inde. Mais cela permet aussi d'envoyer des milliards en transfert d'argent aux familles qui sont toujours dans la patrie. Et il y a des raisons d'espérer que ce succès à l'étranger favorisera la transition des Indiens vers une économie de marché libre, plus dynamique. Il y a des raisons de croire que le gouvernement et les entreprises indiens entendent le message. Lorsque Narendra Modi est devenu Premier ministre en 2014, l'Inde était la 10e économie mondiale. Au cours des 7 années suivantes, elle a connu une croissance de 40%. Cette croissance a été portée par la modernisation de l'État, l'expansion de la classe moyenne, la valorisation des atouts de l'Inde et une politique industrielle active. Les dirigeants indiens se sont engagés à atteindre la neutralité carbone d'ici 2070. Pour y parvenir, ils se sont engagés à atteindre 2 objectifs extrêmement ambitieux. Réduire leurs émissions actuelles de plus d'1 milliard de tonnes par rapport à la trajectoire actuelle et plus que tripler la quantité d'électricité produite à partir de sources non fossiles. Les énergies renouvelables progressent vite en Inde. Aidée par des coûts bas et un climat ensoleillé, la capacité de production solaire en Inde a été multipliée par 50 au cours de la dernière décennie. Et la capacité des nouvelles centrales solaires, éoliennes et hydroélectriques construites l'année dernière était presque 2 fois supérieure à celle des nouvelles centrales à charbon. Pour l'Inde, réduire les émissions est un choix stratégique. Le Premier ministre Modi comprend que réduire les émissions de carbone est la bonne chose à faire. Mais il sait aussi que cela aidera à améliorer la position internationale de l'Inde, à développer le secteur manufacturier national et à réduire les coûts énergétiques. Atteindre leurs objectifs pour 2030 nécessitera d'ajouter l'équivalent d'un 2e réseau national alimenté entièrement par de l'énergie verte en seulement 8 ans. C'est un objectif difficile, mais le fait que les dirigeants indiens envisagent même quelque chose d'aussi audacieux en dit long sur l'état d'esprit national. Les infrastructures sont également un élément clé de la stratégie de croissance du gouvernement indien. Le réseau national d'autoroutes est plus de 50% plus long qu'en 2014. Le nombre de passagers des vols intérieurs a doublé au cours de la même période.
Cela a été rendu possible par la hausse des revenus, permettant à plus d'Indiens d'acheter voitures et billets d'avion. Aujourd'hui, 750 millions d'Indiens utilisent Internet, grâce à l'un des accès haut débit les moins chers au monde. Cette croissance rapide du nombre d'utilisateurs d'Internet a incité le gouvernement Modi à moderniser l'État sous la forme de l'India Stack, une infrastructure numérique nationale unique. L'India Stack comprend Aadhaar, un système d'identité biométrique pour tous les Indiens, ainsi qu'un système national de paiement connu sous le nom d'interface de paiement unifié, ou UPI. Le gouvernement a également remplacé des centaines de taxes locales par une taxe unique sur les biens et services à l'échelle nationale afin d'encourager davantage d'échanges entre les États indiens et d'aider à moderniser les entreprises locales. Les entreprises indiennes, nouvelles ou établies, s'impliquent plus. La ville de Bangalore s'est imposée comme un pôle local attirant les meilleurs talents en ingénierie du pays et comme un vivier pour des milliers de nouvelles start-up chaque année. Reliance Industries, l'une des plus grandes entreprises indiennes, investit 80 milliards de dollars dans les panneaux solaires, les batteries et les dispositifs utilisant l'hydrogène vert. Pour ne pas être en reste, l'homme le plus riche d'Inde, Gautam Adani du groupe Adani, prévoit un investissement de 70 milliards de dollars dans les technologies vertes d'ici 2030. La base de compétences et les fondations culturelles qui ont permis à l'Inde de devenir l'un des leaders mondiaux de l'informatique devraient également l'aider à augmenter sa capacité dans le domaine de l'énergie verte. Les ambitions du pays dépassent largement le statut de superpuissance de l'énergie verte. Il n'y a pas de meilleur prisme pour observer ces ambitions que le groupe Tata, la plus grande entreprise d'Inde. Au cours des 5 prochaines années, le groupe Tata prévoit de dépenser 90 milliards dans une série d'investissements destinés à relocaliser ses opérations. Il investira près de 10 milliards de dollars dans les énergies renouvelables. 5 milliards pour construire des gigafactories en Inde et en Europe, qui fourniront des composants pour ses propres voitures. Il envisage d'investir encore 5 milliards dans une usine de semi-conducteurs à part entière. Il investit également dans une application tout en un destinée aux consommateurs indiens. Et dans ce qui pourrait être son coup le plus médiatisé, il a racheté Air India, qu'il prévoit de transformer d'un éternel cancre en une source de fierté nationale. Ensemble, ces investissements porteraient le budget annuel d'investissement de Tata à 18 milliards de dollars, faisant de lui le plus grand investisseur du pays. Bien qu'il ne s'agisse que d'une seule entreprise, le symbole est clair. Le groupe Tata mise sur l'Inde. Il mise sur le consommateur indien. Il parie sur la réussite de la montée en gamme. Et il mise sur le dynamisme indien. Grâce à ces investissements, l'Inde, tout comme sa nouvelle génération de joueurs de cricket, vise très haut et obtient des résultats impressionnants. Mais elle possède encore un autre avantage structurel important dont nous n'avons pas encore parlé directement. Passons-y. Le 4e avantage structurel de l'Inde peut être résumé assez simplement. Ce n'est pas la Chine. De plus, c'est l'adversaire de la Chine. Ce simple fait contribue déjà à une plus grande influence sur la scène mondiale. Malgré une longue histoire de non-alignement et une réticence à rejoindre des alliances, l'Inde se rapproche des États-Unis et se positionne comme un allié précieux pour d'autres pays de l'Indo-Pacifique qui souhaitent réduire leur dépendance à la Chine. Le meilleur exemple de la nouvelle confiance et de l'influence de l'Inde est une forme simple à 4 côtés, le Quad. Créé à l'origine en 2007, puis relancé en 2017, le Quad réunit les États-Unis, l'Australie, le Japon et l'Inde pour discuter d'une vision commune d'une région Indo-Pacifique libre et ouverte. Soutenue par un ordre maritime fondé sur des règles. Les 3 autres nations membres sont toutes des pays prospères, habitués à jouer un rôle de premier plan dans la région Indo-Pacifique. Cependant, l'Inde a réussi à façonner subtilement le Quad selon ses propres préférences. La première raison évidente, c'est la Chine. Il est bien connu que la Chine et l'Inde ne s'entendent pas. Cela est en partie dû à la concurrence entre les 2 plus grandes nations du monde.
C'est en partie dû à une frontière himalayenne contestée. Et c'est en partie dû à l'irritation de l'Inde face à la proximité de la Chine avec le Pakistan, l'autre grand rival de l'Inde. Mais même si l'Inde considère la Chine avec suspicion, ses dirigeants comprennent que les risques d'escalade sont trop grands pour être envisagés. Ainsi, l'Inde a toujours été très prudente pour ne pas donner à la Chine ou à d'autres pays neutres de la région des raisons de considérer le Quad comme une menace pour leur propre sécurité. Elle ne parle pas du Quad comme d'une alliance de sécurité. Au lieu de cela, elle présente le Quad comme un forum ouvert permettant aux pays de se réunir et de discuter de la sécurité au-delà des limites de la puissance militaire pure. La deuxième façon dont l'Inde façonne le Quad concerne l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Tous les autres États membres ont publié des déclarations bilatérales, très fermes condamnant l'invasion. La déclaration conjointe du Quad était beaucoup plus modérée, qualifiant plutôt la situation en Ukraine de crise humanitaire tragique. La proximité historique de l'Inde avec la Russie remonte à la guerre froide. Mais une telle déclaration est aussi clairement le produit de la préférence de longue date de l'Inde pour les institutions multilatérales. La plus grande et la plus influente de toutes les institutions multilatérales est l'Organisation des Nations Unies. On peut dire que la partie la plus importante de l'ONU est le Conseil de sécurité. Cet organe est responsable de toutes les questions de paix et de sécurité internationale, d'approuver les modifications de la Charte des Nations Unies et d'admettre de nouveaux membres. La caractéristique la plus notoire du Conseil de sécurité est le groupe des 5 permanents. Un groupe de 5 États membres permanents qui peuvent opposer un veto unilatéral à une résolution. Les 5 permanents sont composés des États-Unis, du Royaume-Uni, de la France, de la Russie et de la Chine. Il y a une pression croissante pour un changement au sein des organisations internationales. Il y a une conviction croissante, surtout parmi les membres du monde en développement, que les 5 permanents ne reflètent peut-être plus les réalités du monde moderne. L'Inde est d'accord. S'adressant au Conseil en 2014, Narendra Modi a déclaré « Nous devons réformer les Nations Unies, y compris le Conseil de sécurité, et les rendre plus démocratiques et participatifs. Les institutions qui reflètent les impératifs du XXe siècle ne seront pas efficaces à l'ère actuelle. Elles pourraient devenir obsolètes et nous risquerions de rester dans la tourmente sans que personne puisse y remédier. » L'Inde sera bientôt le pays le plus peuplé du monde. Plus de 100 000 soldats indiens ont servi dans des missions de l'ONU au cours du dernier demi-siècle. L'Inde a actuellement plus de casques bleus sur le terrain que les 5 membres permanents du Conseil de sécurité réunis. Et c'est un État doté de l'arme nucléaire, mais ce n'est pas encore un membre permanent du Conseil de sécurité. Cela doit être traité. Chacun des membres du groupe des 5 permanents, à l'exception de la Chine, soutient la candidature de l'Inde. Encore en novembre, la France, partenaire de longue date en matière de sécurité, a réitéré son souhait que l'Inde rejoigne le groupe des 5 permanents. Lorsque l'Inde finira par rejoindre le groupe, il ne s'agira pas simplement de corriger une injustice. Cela reflètera la stature croissante de l'Inde dans les sphères internationales du pouvoir. Cette stature géopolitique, en particulier face à la Chine, aura des répercussions économiques. Dans un monde de plus en plus sceptique à l'égard de la mondialisation, les grandes économies comme les États-Unis prennent de plus en plus de décisions concernant le commerce mondial. Pas uniquement sur la base de considérations financières, mais aussi sur la base de la sécurité nationale. Étant un grand pays en développement, sans parler de son expertise en sciences et technologies, sans être la Chine, constitue un avantage stratégique pour l'Inde, et c'est un avantage qui continuera de jouer en faveur de l'Inde sur le plan économique. J'ai exposé les arguments optimistes pour l'Inde, mais qu'en est-il des arguments pessimistes ? Eh bien, l'Inde a certainement ses défis. Je pense qu'il y en a 4 qui sont les plus importants. Le premier vient des tentatives de Narendra Modi de transformer l'Inde en un État hindou. Le deuxième défi réside dans les formidables défis sanitaires et sécuritaires posés par le changement climatique. Le troisième est un système éducatif qui n'apporte pas suffisamment de résultats pour une grande partie de sa population. Et enfin, l'Inde doit s'attaquer à la fuite de ses talents techniques d'élite. L'ampleur de l'impact mondial de l'Inde au XXIe siècle dépendra de sa capacité à surmonter ces défis,
et à exploiter ses atouts. Tant de choses m'enthousiasment à propos de l'Inde. Elle combine une population qui dépassera bientôt même celle de la Chine avec le profil démographique d'un pays d'Afrique de l'Ouest, ainsi que le dynamisme et l'amour de la technologie des États-Unis et la tradition démocratique du Royaume-Uni. Mais au fond, ce qui m'enthousiasme le plus, c'est cela. Malgré les énormes progrès déjà accomplis par ce pays, l'incroyable talent de son peuple, le dividende démographique dont il bénéficie déjà et son influence croissante sur la scène mondiale, il reste encore tant de potentiel à réaliser. Il est impossible de prédire l'avenir, mais je crois que l'Inde pose les bases pour devenir une nation véritablement prospère et contribuer encore davantage à l'humanité. Comme tous les autres pays, l'Inde fait face à ses propres défis, mais ses atouts la placent dans une position unique pour les relever. À mesure que le siècle avance, je suis convaincu que l'Inde sera l'une des grandes gagnantes.